Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Jérusalem et c'est parti pour la troisième de l'émission Un autre regard et toujours fidèle au poste, le Rav Uri Cherki, bonjour, shalom. Bonjour. Shalom. Alors je rappelle que vous êtes rabbin d'une grande communauté à Jérusalem mais également le directeur du Centre Noachid mondial ainsi qu'auteur prolifique de nombreux livres sur la pensée juive destinés aux hébraïsants et pour ne citer que ces casquettes. Et bienvenue de nouveau. Et cette fois-ci, à ma gauche, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau l'écrivain et philosophe Shmuel Trigano. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette heure de débat. Alors, vous êtes le fondateur de l'Université populaire du judaïsme. Vous êtes professeur émérite des universités, également directeur fondateur de la revue Pardes, ainsi que de l'organisation Dialogia. Alors, juste en une phrase, Shmuel Trigano, qu'est-ce que Dialogia ? Bien, le projet, c'est d'établir un pont intellectuel entre le judaïsme français, les Juifs de France en Israël et Israël. Et surtout de continuer à faire vivre la tradition intellectuelle du judaïsme français qui est née après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Shmuel Trigano, vous êtes également auteur de nombreux ouvrages et celui qui va nous intéresser aujourd'hui est celui-là, La nouvelle idéologie dominante, le postmodernisme, sorti aux éditions Hermann en 2012 et qui a reçu en 2013 le prix des impertinents du Figaro. Et puisque ce livre nous intéresse aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui dans cette émission on parlera bien de sujets sensibles pour peu qu'on ose les aborder, postmodernisme, théorie du genre, nouveau modèle familial parent 1, parent 2. Alors ma première question, Shmuel Trigano, est très simple. Vous entendez quoi par postmodernisme? Est-ce que c'est une époque, un courant artistique, une philosophie, un courant de pensée? Alors, c'est d'abord une catégorie architecturale qui s'est développée notamment aux États-Unis. On peut l'expliquer d'un coup. C'est l'architecture moderniste, technocratique, des blocs, mais avec des enjolivures, des dômes, des minarets, des fresques baroques, etc. Donc un mélange de genres. Voilà, donc on est au bout de la modernité, mais on rajoute des éléments que la modernité avait chassés, mais qui interviennent ici comme des décorations. D'une certaine façon. Et ça exprime bien le sens de postmodernisme. Je fais une différence entre postmodernité et postmodernisme. La postmodernité, c'est un âge nouveau qui fait suite à la modernité, qui se serait, c'est au conditionnel, terminé avec la globalisation. Et le postmodernisme, c'est une idéologie militante qui prétend que s'il y a postmodernité, il doit y avoir telle et telle réforme, tel et tel changement dans l'entendement commun. Ce livre que vous avez écrit en 2012, il est encore d'actualité. Ah, j'ai relu des passages, ils ne se sont pas encore réalisés, mais l'histoire des Gilets jaunes, elle est dans une certaine page dont je ne me souviens pas, mais elle est décrite à ce niveau-là. On est face à un phénomène de longue durée. Qui est un phénomène de civilisation qui ne touche que les pays démocratiques. Le reste, pas du tout. Et ça, c'est très important à savoir. Et finalement, dans l'ambition et la déstructuration, je dirais la décomposition de la modernité démocratique qui se mène au nom de la démocratie. Mais ici, la démocratie est une utopie, parce que la démocratie, c'est à la fois une utopie et un régime. Là, nous sommes, à mon sens, dans une perspective où l'utopie s'oppose au régime. Et donc, c'est très paradoxal. Tout le monde invoque la démocratie, mais s'agit-il toujours de démocratie? C'est un problème parce que, comme l'histoire et la sociologie nous l'ont enseigné, toute utopie finit dans le totalitarisme, dans une société totalitaire. Et la chose est très importante à signaler à ce propos. Personnellement, j'ai découvert le phénomène du postmodernisme en ayant étudié très profondément ce que l'on appelle le nouvel antisémitisme. Au fond du nouvel antisémitisme, on trouve cette idéologie qui est bien plus vaste, qui concerne tout le monde démocratique et pas seulement les juifs. Et en fait, le nouvel antisémitisme s'adosse à cette doctrine pour fonder sa justification et sa légitimité. Rav Uri Cherki, toute utopie se dirige vers un totalitarisme. Vous êtes de cet avis? Tout à fait d'accord. Je pense que
nous avons une expérience historique assez longue de plusieurs milliers d'années de tentatives de monde parfait. Or, le monde parfait n'est pas notre monde. Et dès qu'on essaie de créer un monde parfait dans un monde imparfait, eh bien, ça donne une sorte de caricature. Et ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas un jour arriver par une voie de synthèse dialectique à un monde meilleur. Mais essayer de faire avancer les choses avant qu'elles ne se produisent, ça ne peut amener finalement qu'à une sorte de caricature de l'idéal, appelé utopie ici, mais qui en fait doit rester au niveau de l'idéal. Même, pour reprendre une idée que vous connaissez, l'idéal messianique par exemple, ce qu'on appelle les temps messianiques dans la tradition, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est un début d'histoire. C'est un terme qui est introduit en philosophie, le terme de postmodernisme. Est-ce qu'on peut le dire qu'il a commencé en 79, il a été popularisé par Jean-François Lyotard, le philosophe, et son ouvrage La condition postmoderne. Selon lui, la nouvelle période se caractérise par un délitement du lien social causé par la nouvelle technologie de la communication et de l'information, et surtout par le fait que la science, qui devait permettre l'émancipation, n'arrive plus à être légitime. Est-ce que c'est la même définition? Est-ce que vous rejoignez cette... Non, pas du tout. D'abord, c'est un phénomène qui est né dans les années 60 et 70 en France, à une époque où le marxisme était très dominant. L'auteur phare, c'est Jacques Derrida, sur ce plan-là. Et donc, cette expérience intellectuelle n'a pas eu de succès en France. Elle a émigré dans les campus américains, où là, elle s'est transformée, et de là, elle est revenue en Europe, et notamment en Israël. En Israël, nous sommes dans un des fortins du postmodernisme, sur le plan académique, etc. Parce qu'en fait, le postmodernisme, qui est souvent développé dans les universités, se présente comme scientifique. Comme on dirait chez Victor Hugo, que nenni. Parce qu'en fait, c'est aussi une idéologie. Il y a, même dans un mouvement scientifique, il y a toujours aussi une base idéologique. Et c'est là le problème. Ce sont des auteurs très articulés, très dialecticiens qui ont écrit ces ouvrages. Et donc, c'est des ouvrages qui ont une tenue, les fondements même, qui ont une tenue intellectuelle intrinsèque et qu'on ne peut pas négliger simplement, mais qui défendent une posture que moi je définis comme une posture post-marxiste, où l'on retrouve des éléments de marxisme, mais aussi de Gramsci, ce marxiste italien, qui a imaginé que la lutte des classes ne donnerait plus rien, mais qu'il fallait changer les mœurs pour changer la société. Et donc, en fait, nous avons là une perspective qui s'ouvre à ce moment-là et qui prend une ampleur considérable au point de devenir le fondement du discours médiatique, peut-être du discours juridique, en tout cas de l'univers intellectuel. Et c'est une idéologie dominante dans la mesure où nous ne savons pas quelle est une idéologie. C'est ça la chose très importante. Par exemple, lorsqu'en France, il y a eu un véritable scandale, l'enseignement de la théorie du genre à des enfants de 5-6 ans. On va y arriver. Mais la ministre en question arguait du fait que c'est une vérité reconnue par la communauté académique, c'est scientifique. Pas du tout. Et à mon sens, il serait intéressant, je pense que pour beaucoup de nos auditeurs et beaucoup de personnes cultivées, il serait intéressant de voir quels seraient les fondements théoriques du postmodernisme, qui se prétend comme étant une science, quels seraient les fondements philosophiques, s'il y en a, de ce qui est finalement une forme de scepticisme exacerbé. Est-ce que, vous qui avez étudié le sujet, vous pourriez nous donner quelques éléments de... Je dirais que le postmodernisme, c'est un dévoiement de la sociologie. Parce que la sociologie nous enseigne que toute vérité humaine est contextuelle, elle est circonstanciée. Mais la sociologie ne va pas jusqu'à dire que puisqu'elle est circonstanciée humaine, elle n'a aucun statut, aucune épaisseur, aucune réalité. Pour la sociologie, un mythe, c'est quelque chose d'une immense puissance sociale. Et on ne peut pas dire qu'il n'existe pas, que c'est une invention, c'est une manipulation, etc. Et cette idée-là, qui est une découverte des sciences sociales, notamment par Durkheim, est prise, si j'ose dire, au pied de la lettre. Puisqu'elle est inventée, bon, alors jetons-la, changeons-en. Toutes les versions sont bonnes, chacun a son récit, chacun a son narratif, etc. Il n'y a plus rien de vrai.
Oui, Et donc l'idée de scepticisme est effectivement très justifiée. Je suppose qu'on pourrait parler effectivement disons, d'un fondement logique inexistant. C'est-à-dire, du point de vue logique, ça ne tient pas la route, comme on dit. C'est-à-dire, affirmer au nom d'une vérité qu'il n'y a pas de vérité, mais c'est alors au nom de quoi? Au nom de quoi est-ce qu'on pourrait affirmer que toutes les vérités sont possibles? C'est déjà une affirmation moderniste, si vous voulez. Et donc, sur le plan, je ne pense pas donc que le postmodernisme actuel se présente comme une véritable philosophie, mais plutôt comme une manière d'être. Comme on pourrait dire une approche, une façon de ressentir les choses, plus que quelque chose de fondé sur le plan logique. Et je pense qu'il serait donc inutile d'essayer d'attaquer le postmodernisme de ce point de vue-là. En fait, je pense que dans la conscience populaire, enfin, des masses, on n'est pas véritablement conscient du fondement idéologique du postmodernisme. On a plutôt le sentiment de ce qu'on appelle un multinarrativisme. C'est-à-dire chacun peut dire ce qu'il veut, toutes les valeurs sont possibles, tous les récits se valent. Et je pense que c'est de ça dont il est question sur le plan existentiel dans la grande majorité des opinions. Shmuel Trigano, qui sont les leaders de cette idéologie? Vous disiez juste avant qu'on ne sent pas que c'est une idéologie, mais il y a bien quand même des référents. Ben, tous les auteurs français des années 60 et 70, oui. De Derrida, toute cette école. On peut les définir comme des leaders, comme des influenceurs. Des leaders, c'est des penseurs également. Mais disons que leur pensée est devenue la pensée commune, si on peut dire. En tout cas, la pensée reflétée par les moyens de communication. Parce qu'en fait, si vous observez bien le discours des télévisions, etc., il est très clair que c'est une annexe du postmodernisme appliqué à toutes sortes de situations. Et alors, il y a évidemment différentes déclinaisons. Il y a la déclinaison qu'on pourrait dire droit de l'homiste, les droits de l'homme. Les droits de l'homme ont chassé les droits du citoyen, par exemple. C'est au nom des droits de l'homme qu'on revendique. Mais si vous voulez, jusqu'à présent, il n'y avait pas de droits de l'homme sans droit du citoyen, parce que ça, c'est une remarque de Hannah Arendt. Lorsque les Juifs étaient persécutés par Hitler, à quoi servaient les droits de l'homme? À rien du tout. Les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme sauvage. Les droits de l'homme n'ont de sens que s'ils ont un tribunal pour les défendre. Mais quand il n'y a pas de tribunal, ça n'a plus aucun sens. Et donc aujourd'hui, il y a une tentative d'ouvrir du dedans la structure du régime démocratique qui est fondée sur la séparation des pouvoirs et qui contribue à donner à l'instance législative et juridique un pouvoir démesuré, puisqu'en fait, c'est la Cour qui dit le droit, ce que doit être les mises en œuvre des droits de l'homme. Cela se manifeste surtout, par exemple, à propos de toutes les affaires relatives à la communauté, comme on dit, LGBT. À ce niveau-là. Et donc, il y a eu un bouleversement qui est allé de pair avec le fait que le postmodernisme est très hostile à l'identité nationale, à l'identité collective qui, pour lui, est fasciste, répressive, etc., etc., nonobstant le fait qu'il n'y a jamais eu de démocratie en dehors d'un État-nation. C'est quand même quelque chose de constatable et d'évident, même si les États-nations ont été au cœur des guerres, etc. Mais il y a eu des guerres avant les États-nations, il y en aura après. Aujourd'hui, on est dans une ère d'empire, une ère impériale. L'Union européenne étant le premier empire de ce point de vue-là. Et donc, il y a un enchaînement de différentes circonstances qui vont lier les présupposés de cette école idéologique et les œuvres politiques, les œuvres pratiques dans la cité. On a l'impression que le terme postmoderniste, en fait, est utilisé par ceux qui le critiquent, selon vous. Disons qu'il y a toujours un problème dans une pensée, que je revendique comme étant la mienne, une pensée monothéiste, à se mettre uniquement en opposition avec une opinion. C'est-à-dire, on peut être effectivement très critique, et je pense que ça va de soi, des dévoiements de la pensée, des valeurs qui se reflètent à travers le postmodernisme moderne,
Mais dans une optique, disons, monothéiste, je chercherais plutôt à ce qu'on faire la rédemption des étincelles. Et chercher à savoir, mais qu'est-ce qui se cache là-bas? Qu'est-ce qui, finalement, est la force positive qui amène à ces mouvements-là? Il serait difficile de n'accuser que le Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'homme. Il y aurait quelque chose encore donc à rechercher, et à quoi cela mène dans une mouvance historique générale. À quoi est-ce que ça va nous amener? Je pense que là, il est important de mener une réflexion sérieuse et sans slogan. Puisqu'on disait juste avant avec Shmuel Trigano, ces idéologies finalement, puisqu'elles sont sans fondement, elles s'évanouissent pas toutes seules avec le temps, elles ne survivraient pas au temps. Elles ne sont pas sans fondement. Vous avez derrière cette idéologie une structure sociale, des milieux sociaux, des dimensions économiques, idéologiques, politiques, etc. C'est-à-dire qu'une idéologie, ce n'est pas simplement des idées, des mythes ou des représentations, elle repose sur une structure sociale. Et ce que l'on est obligé d'observer aujourd'hui, c'est qu'en fait, les gens de pouvoir, les lieux de pouvoir, ne revendiquent plus le pouvoir. C'est-à-dire que, par exemple, beaucoup d'acteurs du postmodernisme, on pourrait dire, siègent en dehors des classes habituelles. C'est-à-dire qu'elles émettent un discours critique sur la réalité sans assumer les conséquences du discours et de la réalité. Donc, elles ne recherchent plus le pouvoir d'État. Être en dehors est plus important qu'être dedans. Et alors, c'est la dimension de la globalisation qui permet cela, justement. Oui, mais les structures sociales, elles changent. Les structures sociales changent, évidemment. Il y a une rupture qui se fait entre, d'un côté, les élites postmodernistes, car ce sont des élites. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas l'homme commun qui fait partie de ce courant. Entre les élites postmodernistes et, d'autre part, comme on dit aujourd'hui, la périphérie. C'est-à-dire les territoires abandonnés, les populations abandonnées, dans la mesure où le centre du pouvoir n'est plus proche, il est très loin. S'il est à Hong Kong et pas à Paris, il m'échappe complètement, la vie m'échappe, je n'ai plus de responsabilité. S'il est à Bruxelles et pas à Paris, puisqu'on parle de l'Union européenne, c'est exactement ça. Donc, toute une partie de la population se sent abandonnée, est soumise à ces dictats qui lui parviennent par le droit, par les médias, etc. Et donc, il y a au contraire, nous allons vers une très grave crise sociale sur ce plan-là. Parce que ici, le modèle démocratique qui est censé être à l'œuvre est complètement phagocyté. Et Shmuel Trigano a répondu en partie à cette question, mais une société donc ne peut pas se reposer sur de tels fondements comme cette idéologie du postmodernisme. La réponse de Shmuel Trigano, qui justement me semble tout à fait fondée, c'est-à-dire cette idée que... Non, les fondements de l'idéologie il y a un fondement de l'idéologie, le fondement n'est pas logique, c'est-à-dire il ne faut pas le chercher dans un fondement de logique, étant donné la crise de la logique également depuis le 19e siècle, et donc aujourd'hui il est tout à fait légitime de dire, si vous voulez, n'importe quoi, mais pourvu qu'on le fasse avec assurance. Et ça devient très important, disons, l'incapacité d'avoir un discours relativiste vous met tout de suite en marge. C'est-à-dire, vous n'avez pas un discours relativiste, donc vous êtes simplement un fasciste, ou vous êtes un arriéré, un réactionnaire, etc. Populiste, etc. On trouvera toutes les expressions possibles. Mais à nouveau, je pense qu'il est important de prendre acte, en tout cas, d'une décomposition des valeurs fondamentales, des modes de pensée, des concepts. Et à mon avis, on ne peut pas être indifférent justement à cette décomposition, cette déstructuration des manières de penser qui ont habité la civilisation depuis plusieurs milliers d'années. Je pense que ça doit être signifiant, en tout cas interpellant. Alors il y a aussi quelque chose qu'il faut signaler, c'est la crise de civilisation. Parce qu'en fait, il y a des dimensions culturelles à toute cette évolution qui touchent des lieux autres que le pouvoir. Si vous avez entendu parler, par exemple, du transhumanisme, c'est une autre utopie postmoderniste qui rêve à l'homme bionique, l'homme transformé, l'homme augmenté. Il y a toutes sortes pardon ? Robotisé. Oui, ben oui. C'est l'homme augmenté, c'est comment le robot va, etc. Et donc, en fait, il y a une autre version de l'humain qui est en jeu. Et c'est ça, la gravité. Ce n'est pas qu'une question politique. C'est une question bien plus vaste.
moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable quand même. Est-ce que vous pensez que ce phénomène touche très profondément les masses et ne reste pas plutôt confiné dans les élites? Parce que finalement, le tout commun, en fait, n'a pas l'air de trop réfléchir de cette manière. Oui, c'est un phénomène. Alors, il paraît que j'ai entendu dire en Israël récemment que dès qu'on pense le mot élite, on est tel et tel. Mais c'est un phénomène, c'est une idéologie qui est le propre de plusieurs élites, dont les assises sont extranationales en règle générale, qui n'assument pas de responsabilité, mais qui donnent le ton et qui disent ce qui doit être. Cela transparaît justement dans le discours des médias, qui présentent des choses comme si elles étaient évidentes, obligatoires, nécessaires, sans qu'elles le soient véritablement. Mais derrière cette idée-là, notamment on va parler de la théorie du genre, il y a une nouvelle définition de la condition humaine. Alors là, on est dans un registre totalement différent. C'est bien plus qu'une question politique, de globalisation, etc. C'est de savoir qui a le droit de dire ce qu'est l'humain, ce que doit être l'humain. C'est ça la véritable question, d'un point de vue monothéiste, comme vous dites, qui se pose, parce que c'est un bouleversement complet non pas... il y a une caricature qui présente entre d'un côté il y aurait les essentialistes et de l'autre les rationalistes. C'est du bluff, tout simplement. Ce à quoi nous pourrions tenir n'a rien à voir avec la biologie, avec l'essentialisme, etc. C'est aussi une vision de l'humain et de l'humanité qui est aussi en question et dont la maîtrise semble nous échapper du fait de la science, justement. C'est ça la question qui est posée. Et là, c'est une question démocratique qui se pose. Qui a le pouvoir de légiférer en la matière ? Alors, parlons-en justement, vous venez de parler de théorie du genre, on y vient. C'est un terme qui se balade un peu partout dans les médias, dans les cours d'école, l'université ou encore dans la rue. Dès qu'on parle d'égalité homme-femme ou du mouvement LGBT, lesbiens, gays, bisexuels et transgenres, on a globalement, je grossis les choses, hein, deux camps qui s'opposent. D'un côté, ceux pour qui les gauchistes essayent de créer une société aseptisée sans homme ni femme, où il n'y aurait que des personnes sans sexe, et de l'autre, ceux pour qui le sexe est en fait une simple donnée physique et biologique, sans conséquence sur le reste de la personne, mais qui veulent déconstruire ce qui serait culturel et forgé par l'éducation, en dénonçant tous les arguments, c'est comme ça parce que c'est naturel. Oui, ça consiste à dire que la sexualité est un donné culturel et social, donc inventé, circonstanciel, mais qu'elle n'est pas commandée par la nature du sexe auquel on appartient par naissance, on pourrait dire. La théorie du genre, c'est ça, c'est deux parties qui s'opposent. Est-ce que vous le définirez comme ça ? C'est que d'un côté, on aurait ceux qui... c'est que dès qu'on parle d'égalité homme-femme et de mouvement oui, LGBT... alors il y a une confusion générale. Voilà. L'égalité homme-femme, kolakavod, c'est vraiment, je n'ai rien à dire sur ce plan-là. Le droit de chacun à mener sa vie sexuelle, c'est son problème. Nous vivons malgré tout dans le monde de l'individualisme démocratique et il n'est pas possible de légiférer sur la façon dont les gens doivent se comporter. Par contre, changer la nature de la famille, inscrire dans la loi des dimensions erratiques par rapport non seulement à la majorité, mais aussi à l'héritage de la condition humaine, là, c'est un pas de trop. Là, il y a un problème qui se pose. De même, les manipulations génétiques, cette idée que finalement, on peut créer des êtres humains comme on crée des brebis clonées, avec du matériel spermatique, avec des ovules, ici ou là, c'est une vision terrifiante de la condition humaine, qui n'est pas sans conséquence sur l'identité humaine, sur l'identité du sujet. Alors, c'est très intéressant d'étudier les livres de la théorie du genre. Et il y a aussi des Français dans ce lot-là. Il y a aussi beaucoup de Juifs dans le postmodernisme et dans le transhumanisme. Et donc, c'est une dimension extrêmement rétente. Ça veut dire qu'il y a... écoutez, comme il y a des prophètes, il y a des faux prophètes. Et le phénomène va en même temps. Grandissant. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas faire...
on peut faire la morale au monde en tant que monothéiste ou adhérent au judaïsme, etc. Mais néanmoins, il faut reconnaître que l'enjeu se produit au sein même de ce monde juif. Et donc, ce qui est très intéressant dans cette littérature sur le genre, c'est que d'un côté, il y a une revendication délirante d'identité, de liberté du sujet. Mais en même temps, c'est nul. Ils veulent être une identité neutre. Le neutre, ça existe le neutre ? Bon, c'est une question philosophique, mais le genre neutre, c'est une énorme question philosophique. Mais si vous voulez, là, on se rend compte qu'il y a une demande extrême d'identité, et puis une identité nulle, d'une certaine façon, complètement fluctuante, dévoyée, etc. Et là, si vous voulez, c'est une question à la fois éthique, sur cette redéfinition de l'humain, et une définition politique. Sur quoi se fonde-t-on pour imposer ce modèle à la majorité de la société? C'est ça la question la plus forte. Qui peut décider de cette éthique à instaurer? C'est toujours le problème des valeurs. Et qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Qu'est-ce que c'est que la morale? Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Je pense que ces questions-là ne sont pas posées fondamentalement. Les défenseurs de tous les camps prennent des a priori comme étant des vérités absolues, sans tenter de justifier ce que cela signifie, de justifier ou d'expliquer ce que cela signifie. Par exemple, quand on parle de sexualité, on devrait plutôt parler d'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? La vie sexuelle n'est pas ici en question. La vie sexuelle est une donnée de la nature. Par contre, qu'est-ce que c'est que l'amour? Alors l'amour est le fondement de la famille, le fondement de la fécondité, le fondement des générations à venir. Qu'est-ce que l'on entend par là? Et quelle est la légitimation éthique de l'amour? Est-ce que l'amour, finalement, est une forme exacerbée de l'égoïsme, ou au contraire, est-ce que c'est un altruisme? Or, je pense qu'il y a ici une confusion extrêmement grave au niveau des valeurs entre le plaisir et l'amour. Le plaisir étant se servant de l'autre pour soi-même, tandis que l'amour se sert de son plaisir pour l'autre. Or, l'autre absolu, justement, c'est précisément celui qui amène à la fécondité, celui qui va amener une génération à venir, une génération de plus. Or, je pense que c'est ce refus de penser le temps en passé, présent et à venir qui est justement le cœur de notre problème. Aujourd'hui, la sexualité est identifiée à l'amour, et donc tout est ramené finalement au moment du présent. C'est un refus de la continuité dans le temps. Et là, de ce point de vue-là, je pense que c'est tout à fait antisémite, étant donné que s'il y a déjà un message au judaïsme, c'est cette idée justement qu'il y aurait un sens de l'histoire, qu'il y aurait un commencement, un milieu et un aboutissement. Et je pense donc que ce qui manque dans le discours actuel, c'est une réflexion sérieuse sur les valeurs fondamentales, au-delà du problème démocratique. C'est-à-dire que la démocratie est exploitée ici pour faire avancer certains agendas, sans vraiment pour dispenser la pensée d'une réflexion sérieuse. Comment pallier à ce problème, puisque maintenant c'est sous couvert de tolérance finalement que toutes ces notions dont on a parlé... C'est tout à fait intolérant, justement. C'est-à-dire, il n'est pas du tout question ici de tolérance. Il y a une intolérance totale pour des valeurs très anciennes et très enracinées dans la civilisation ancienne et moderne. Et c'est très agressif, justement. C'est très agressif. Tout discours autre est immédiatement disqualifié. Toute recherche scientifique qui chercherait à faire des statistiques, une étude scientifique sérieuse, en laboratoire de ces prétendues vérités, est immédiatement radiée. Vous n'avez pas le droit aujourd'hui, si vous êtes psychologue, de proposer à quelqu'un qui vient vous voir, voilà, il dit j'ai tel et tel problème au niveau de ma sexualité, vous n'avez pas le droit de lui proposer des traitements qui seraient contraires à la doxa, par exemple. Vous n'avez pas le droit aujourd'hui de penser, ou enfin en tout cas de laisser penser que telle ou telle manière d'être homme serait préférable à une autre, ou bien que telle tendance serait un problème. Ça, c'est un mot qu'on n'a pas le droit de prononcer. Donc il n'est pas tout question ici de démocratie, de droits de l'homme, au contraire. Il s'agit ici d'une agressivité qui se présente comme un absolu et qui totalitairement empêche tout discours sérieux, et finalement qui va s'autodétruire, parce que quand il n'y a pas de discours sérieux, eh bien, celui qui prononce le discours dominant, finalement, perd son énergie d'action. Finalement. Oui, mais on veut laisser
par rapport à ce que vous disiez, par rapport au traitement, parce qu'on veut laisser exprimer la sexualité de quelqu'un. À partir du moment où vous dites qu'il faut encourager un enfant de 12 ans à changer de sexe, parce que c'est l'âge où, sur le plan, disons, biologique, c'est préférable, en fait, vous introduisez avec violence dans l'âme d'un enfant auquel vous ne donnez pas le droit de vote, parce que vous supposez qu'avant 18 ans, il n'en est pas capable, vous lui imposez finalement une fixation sur un mode de vie controversé, et qui un jour va l'amener finalement à un désespoir. Maître Trigano, vous pouvez rebondir par rapport à ce sujet-là? Oui, c'est aussi une question politique, parce qu'en fait, on fait de la minorité le principe de la loi de la majorité. C'est ça le problème aussi. Alors il y a toute une mise en scène, la mise en scène victimaire. C'est au nom, justement, demandant la tolérance, etc., qu'il y ait des victimes d'actes anti-féminins, anti-masculins, anti-homosexuels, etc. Je n'en doute pas un instant. C'est pas ça qui est en question. Ce qui est en question, c'est en fait... Bon, vous avez une collectivité ou une population qui mène une vie sexuelle de telle ou telle sorte. Ok, c'est son problème, c'est dans son cadre à elle. Mais en quoi cette réalité va devoir influer sur la loi de la majorité? C'est ça la véritable question qui se pose sur le plan démocratique. Il ne s'agit pas de mettre au pas les individus, mais de savoir si leurs choix minoritaires doivent devenir la règle de la majorité. C'est l'inverse qui doit être le cas. Pourquoi penser que forcément ça influence? Qu'il y ait des mouvements LGBT ou qu'il y ait dans l'éducation nationale, on va revenir à des programmes qui touchent toutes aux questions de l'identité sexuelle. En quoi ça influencerait une personne au niveau identitaire? C'est d'abord... c'est plus pour montrer c'est quand même... C'est une protestation militante. C'est pas simplement tolérance ou acceptation, etc. Mais c'est une revendication qui retentit sur la définition des droits, qui se recommande le droit à la famille, pareil, le droit à l'enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? Le droit à l'enfant. Et le droit à l'enfant qui s'obtient de la marchandisation du corps d'une femme, justement. C'est monstrueux, il y a quelque chose de tout à fait, sur le fond des choses, insupportable, inadmissible. C'est interdit par la loi au Népal et en Inde. C'est la mère porteuse. Mais oui, parce qu'en fait, la mère porteuse... Dans les démocraties. Il y a aussi une dimension concernant les filiations humaines catastrophique. Quelle confusion générale se met en place, justement, quelles vont être les conséquences à long terme de tout cela? Et ça, c'est un véritable problème, qui est un problème d'ordre public auquel on n'a pas assez pensé, parce qu'on a pensé la chose sous le signe « j'ai droit à », le droit à. Ok, mais le droit, ça suppose aussi des obligations, des limites, etc. Et donc, des droits égaux pour tout le monde. Alors là, le problème, c'est que le tout le monde, c'est qui? Quel est le critère du tout le monde? Est-ce que c'est le neutre? Est-ce que c'est quoi tout le monde, justement, à ce niveau-là? Donc en fait, c'est-à-dire, toute cette pensée part de l'idée que finalement que l'homme est inventé par la société, par un état social, politique, etc. Et que tout est possible, c'est sans fin, c'est sans limite. Mais on n'a pas évoqué ici quelque chose quand même de capital, qui est le principe de différenciation. Le principe de différenciation masculin-féminin, qui est le principe même de la différenciation sociale. Au contraire, là, nous allons vers une massification, qui est le contraire de la différenciation. Et cette massification n'est pas un progrès. Elle n'est pas un progrès, parce que c'est la neutralisation générale de l'ensemble des individus qui revendiquent ça pour affirmer leur identité, mais qui en fait vont inéluctablement
vers une massification, une corporification globale. Et ça, je crois que ce n'est pas la liberté de l'individu. Dites-moi d'ailleurs, quand vous parlez de droit à l'enfant, j'ai toujours pensé qu'avoir des enfants est un devoir et non pas un droit. C'est-à-dire, avoir des enfants, ce n'est pas pour satisfaire un besoin de parenté, bien que c'est tout à fait humain de le vouloir, mais ce n'est pas ça le fondement de la fécondité. La fécondité, justement, c'est mettre en place une autre génération au-delà de soi-même. Rav Uri Cherki, pour reprendre sur la théorie du genre, en soi, beaucoup s'accordent à dire que la théorie du genre n'existe pas et qu'il s'agit en réalité, on parle plus d'études de genre, qui est un champ d'études universitaires qui date des années 70 aux USA, après le mouvement de libération des femmes. On différencie alors le sexe, donc la réalité biologique du genre, caractéristique que la société attribue au sexe masculin et féminin. Est-ce qu'avoir une tendance sexuelle, ça définit une communauté ? On pourrait dire également la communauté des yeux bleus, ou bien la communauté des collectionneurs de timbres. Les collectionneurs de timbres sont une association, mais ce n'est pas une communauté. Quand vous parlez d'une communauté, ipso facto, vous supposez déjà un droit. Parce qu'une communauté est une réalité, si vous voulez, micro-nationale. C'est plus un lobby. Nation. Oui, alors vous parlez d'un lobby, d'accord, mais un lobby ne donne pas forcément des droits. Le fait de s'être organisé ne veut pas dire qu'on a forcément raison, que l'on peut forcément imposer son schéma de l'humain aux autres. Parce que cette communauté s'inscrit dans le multiculturalisme. D'accord. Mais oui, c'est justement ça qui justifie la chose. Elle cherche à être acceptée en tant que minorité. Non, elle revendique des droits en tant que minorité. Et donc, des droits, tout simplement, pas nécessairement, oui, être accepté, reconnu, etc., mais en revendiquant des droits en tant que minorité. Et finalement, dans le postmodernisme politique, c'est le principe de la minorité qui prédomine sur le principe de la majorité. C'est la minorité qui fait la loi et qui fait les règles. Et ça, c'est aussi un problème politique même, en deçà du problème. C'est aussi un fruit du traumatisme, du totalitarisme. On a beaucoup souffert de cela. Oui, alors évidemment, il y a cette réaction également. Vous me permettez de dire, avec ce que vous dites, finalement, le postmodernisme, c'est le contre-coup de la Shoah et des totalitarismes du XXe siècle. Vous venez de répondre à ma question, qui était de savoir comment on en est arrivé justement voilà, parce que là. La Shoah a montré que finalement, on pouvait perdre ses droits de citoyen en un jour. Les Juifs sont un peuple étranger en France, comme disait Xavier Vallat. Et donc, justement, l'épaisseur des droits de l'homme est apparue insignifiante. Et donc, à partir de là, toute la philosophie politique occidentale et démocratique a cherché à comprendre comment reconnaître des communautés et pas seulement des individus. Voilà. Et c'est là la politique des identités a commencé à ce moment-là, et notamment aux États-Unis, ce qui est pas un hasard, parce que les États-Unis, c'est un pays fédéral, c'est un continent immense, un pays d'immigration, ce que n'étaient pas les pays d'Europe jusqu'à récemment. Et donc, les ravages du totalitarisme et de la Shoah ont conduit à se dire que la démocratie devait être réformée pour... c'était bien. Jusqu'à un certain moment, on pouvait soutenir cette idée-là, parce qu'en fait, finalement, les Juifs ont été détruits comme un peuple qui n'avait pas le droit d'exister, en Europe, en tout cas, avant le sionisme. Et donc, si vous voulez, ici, il y a eu un court-circuitage qui s'est promu, et aujourd'hui, enfin depuis 20 ans, il est clair que le milieu le plus favorable à l'antisémitisme, c'est le multiculturalisme. C'est-à-dire que la différence des Juifs est apparue d'être d'un autre genre que la différence ethnique, ce qui est vrai fondamentalement, mais bon, ça c'est un autre problème. Et en fait, nous n'avons plus intérêt au multiculturalisme en tant que Juifs. C'est-à-dire que la communauté juive elle-même en diaspora est tirée vers ce modèle, et on prend l'image des Juifs comme étant l'image justifiant les droits qu'on demande. Regardez par exemple la façon dont aussi la communauté LGBT a forgé une mémoire de la Shoah, de l'Holocauste des homosexuels, des triangles roses.
qui a existé en partie, etc., mais qui n'est pas un phénomène aussi massif et aussi central, et parce qu'en fait, c'est la victime qui est apparue comme étant la source de tous les droits. Donc il faut être une victime soi-même, et concurrencer des victimes plus puissantes, notamment les Juifs, sont gênants sur ce plan-là. Donc malheureusement... Pour peu qu'on ne cumule pas les deux. Ben, parce que le problème, alors là, c'est une question métaphysique. Pourquoi le multiculturalisme a pressenti que la différence juive n'était pas la même que celle qu'il défend, ethnique, folklorique, etc., qu'il y avait peut-être dans le juif quelque chose de plus grand qui était en jeu dans cette dimension, et donc qui a été justement, qui est devenu l'objet de l'hostilité. Je reviens sur ce que j'ai dit. Moi, j'ai découvert le postmodernisme en étudiant le nouvel antisémitisme. Et donc, c'est là l'articulation entre les deux dimensions. Pour citer un autre exemple, Facebook, grand réseau social, à la pointe du progrès, propose à ses membres un panel de 52 genres à choix, allant de 6 genres à 30 genres, pour pouvoir se définir quand on s'inscrit sur le réseau social. On vient d'expliquer comment on en est plus ou moins arrivé là. Est-ce qu'il y a-t-il une solution C'est génial. Vous savez, quand on propose 52 manières de se définir, alors ça veut dire qu'il n'y a plus de définition. Ça veut dire qu'on est arrivé finalement à... L'insignifiance. Exactement. En fait, on peut dire n'importe quoi. On peut dire je suis un triangle à 4 côtés et ça marche aussi. Donc, tout est possible. En fait, je pense, à mon avis, c'est tout à fait positif parce que ça met une pointe quand même d'humour et de caricature dans notre sujet. Et c'est toujours l'humour qui permet justement d'ouvrir de nouvelles portes. Je voudrais rentrer plus en détail sur maintenant le système de l'éducation nationale, en France en tout cas, s'en est mêlé de cette question et cherche à éduquer sur le genre pour changer les mentalités et faire en sorte que les jeunes puissent être plus tolérants. Pour cela, il y a pour se définir eux-mêmes. Et pour se définir eux-mêmes éventuellement. Dans les travaux pratiques, c'est bien ça qui est en jeu. Oui, c'est pas ce que répètent les ministres, la ministre de l'Éducation nationale à l'époque de ce propos. Et pour cela, donc, il y a des enseignants, il y a des formations pour les enseignants, des parcours spécifiques qui ont été mis en place, tels que l'ABCD de l'égalité en 2013, qui finalement a été un projet qui a été abandonné l'année suivante en raison des polémiques, ou encore des séances d'éducation sexuelle de 2 heures prévues pour chaque classe, de la maternelle à la terminale. Est-ce que l'école doit se mêler de ces sujets ? Bon, il y a une dimension éducative dans l'école. Il est certain qu'à un certain âge, peut-être parler des thèmes de la sexualité, de l'adolescence, etc., ça a une signification à ce niveau-là, mais proposer des choix sur l'identité sexuelle d'un enfant, à mes yeux, c'est meurtrier, c'est criminel, parce qu'en fait, on influe sur un jeune esprit qui ne fait que découvrir ou supposer la sexualité, et on l'encourage à imaginer la légitimité de telle ou telle évolution. Il paraît qu'ils se sont créés des cliniques de transgenres où se retrouvent des jeunes de 12 ans, etc., qui sentent que leur sexe n'est pas celui qu'ils ont. Donc, alors, je ne nie pas, bien sûr, il y a des drames. C'est une réalité. Évidemment. Il y a des drames, évidemment. On peut exacerber les tendances. On peut toujours prendre... si quelque chose vous gratte là, alors on peut dire, vous devez faire avec une perceuse un trou. Le fait que ça vous gratte un peu, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose à exacerber. Non, ça ne veut pas dire que l'homosexualité n'est pas un fait. C'est une réalité des sociétés, que je ne peux rien y faire. Ça ne veut pas dire qu'il y a des drames personnels dans l'identité, dans l'identification sexuelle, etc. Mais de là à présenter ça comme une sorte d'évidence, de supermarché, de légitimité, c'est dangereux. La pente est très glissante, justement, sur l'influence que ça peut avoir sur des jeunes esprits à ce niveau-là. Oui, sur le plan de l'équilibre, parce qu'en fait... écoutez, la psychanalyse a montré qu'il y a une dimension féminine et masculine dans chaque individu. Et il y a donc un équilibre intérieur qui se met en place à travers l'existence, à travers l'expérience. Et intervenir sur ce processus
est très délicat, très, très dangereux. Et je n'envisage pas possible pour des enfants de maternelle, c'est quelque chose de... Alors on veut justement les obliger, pour les filles, à ne pas s'habiller en rose et les garçons à ne pas s'habiller en bleu, ou aux garçons mettre une jupe. Ben, c'est ridicule, c'est quelque chose de ridicule, dans la mesure où il y a une différenciation des sexes, et c'est quelque chose aussi de constructeur. Quelque chose d'important. Qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des dévoiements, nul ne conteste cette dimension-là, mais il ne faut pas la normaliser, et c'est ça le problème. La normaliser, la légiférer, l'inscrire... L'imposer. Oui, l'imposer, surtout à un âge où on ne peut pas réfléchir, où on peut être attiré, tenté. Pour faire une légère digression, il y a une vraie réalité sociologique, on en parle souvent, qui est le taux de suicide ou de mal-être chez les jeunes qui se découvrent une tendance homosexuelle. On cherche aussi à éduquer dans ce sens-là pour éviter des drames, pour éviter l'homophobie, pour éviter des choses là. Est-ce que ça rentre dans ce cadre? Ah ben bien sûr qu'il faut lutter contre l'homophobie. Bon, d'ailleurs, j'aime pas le terme de phobie, oui, l'islamophobie, l'homophobie, oui. Judéophobie. Quand on attaque quelqu'un, c'est pas de l'ordre d'une phobie. C'est un acte. On va dire, non, mais c'est un acte criminel d'une certaine façon, de violence. Et donc, il ne s'agit pas d'une phobie, il s'agit d'un acte réel. Évidemment que qu'il faut lutter contre ces... Mais il y a une confusion générale, justement, parce que l'homophobie, d'une certaine façon, consacre l'idée de la condition victimaire. Et la condition de victimaire, si vous remarquez bien, est génératrice de droits. Elle donne des droits. Voilà, par exemple, on rencontre souvent aussi des militants africanistes qui estiment que l'antériorité de l'esclavage leur confère des droits sur les pays esclavagistes, qui leur doivent des dédommagements. Bon, donc en fait... alors, eux-mêmes n'ont jamais connu l'esclavage, évidemment. Mais il y a ici aussi une idéologie des droits qui commande justement la légitimité. Et pour avoir des droits, il faut être victime, en quelque sorte. Donc, il y a un cercle qui se crée de cette façon-là, mais ça n'annule en rien l'impératif de lutter contre l'homophobie, contre l'agression, contre... La déréliction, c'est autre chose. Et c'est là où finalement cette confusion est dangereuse, parce qu'en en fait, elle contribue à caricaturer les postures et les positions, et donc à rendre impossible la réflexion. À l'inverse, juste pour revenir sur la question de l'éducation dans les écoles, à l'inverse, omettre la question de la sexualité dans les écoles, je pense notamment aux écoles religieuses, ne serait pas antipédagogique quand on sait l'aspect que la sexualité représente dans la construction identitaire d'un jeune. La sexualité fait partie de l'identité humaine, c'est une évidence. La manière de l'enseigner est très différente justement dans la tradition juive et par rapport à d'autres traditions. La sexualité est enseignée comme faisant partie de l'équilibre de la sainteté de l'homme. Vous savez que la relation sexuelle entre le premier homme et la première femme sont décrites dans la Torah de manière tout à fait expresse et même positive. Justement, le fait de l'enseigner dans le cadre de l'évolution des engendrements de l'identité humaine et de l'identité d'Israël, justement, c'est ce qui permet de lui donner une forme saine qui détache la sexualité. Le danger serait justement de prendre la sexualité, de ne parler que de ça. Quand c'est inséré dans le cadre de la famille, de l'histoire, de l'équilibre de l'homme, des valeurs, etc., tout cela prend une dimension tout à fait différente et tout à fait positive. Je tiens à rappeler que l'âge de la majorité légale du point de vue du judaïsme, c'est l'âge de 13 ans. C'est pour les garçons et de 12 ans pour les filles. Comme par hasard, c'est le moment où l'on est capable de donner la vie. Et à partir du moment où on est capable de donner la vie, c'est là qu'on est responsable de la vie. Je pense que cet enseignement est fondamental. Le fait qu'un enfant, à l'âge de 13 ans, au moment où il découvre sa sexualité, découvre également sa responsabilité, est tout à fait éducateur. Toutes les questions que l'on aborde depuis le début de cette émission
On y pallie de quelle manière? Par le biais éducatif, politique, médiatique, autre? Large question. C'est une très vaste question. Parce qu'il faut bien y pallier. Il est inéluctable que si ce courant se développe, il provoquera de sérieuses ruptures dans les sociétés qui le connaîtront. Ça me semble inéluctable et l'affaire n'est pas close sur ce plan-là. Donc il faudrait prévenir ce moment-là. Par ailleurs, oui, le plan éducatif, mais le plan éducatif n'est que la succursale d'une vision de civilisation, de culture, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a une illusion de toute puissance dans l'homme moderne ou postmoderne. Il est tout puissant au point de décider qui il est, qui il doit être. C'est une prétention qui n'est pas fondée, parce que pour être tout puissant, il est né d'un père et d'une mère, telle rue, dans telle place, dans tel endroit, dans telle culture, dans telle langue, etc. Et c'est ineffaçable, cette dimension-là. Donc cette question de la toute-puissance est une question qui concerne toute la civilisation. La science permet de croire à cette toute-puissance. Je ne doute pas un instant qu'elle sera autodestructrice, car cette expérience, depuis Babel, est une expérience connue sur ce plan-là. Et donc c'est ça qu'il faudrait, contre cette tendance-là, qu'il faudrait, mais au départ, il y a aussi un combat sur les normes, sur les valeurs, sur le sens des choses, pour emporter l'adhésion de plus en plus de personnes. C'est tout. C'est donc, pour moi, si vous voulez, je trouve qu'on est dans une période de babélisation. Et dans la babélisation, c'est la voix d'Abraham qui nous sort de ce cercle vicieux. Et donc, c'est ce qu'il faut incarner. C'est ce qu'il faut incarner pour soi-même, pour son milieu, comme exemple aussi, pour les autres, en dehors de la confrontation. Vous pensez, Rav Oshaki, que nous sommes à l'aube d'une révolution imminente, c'est-à-dire d'un bouleversement profond des rapports sociaux? Absolument. C'est-à-dire le fait que nous sommes dans une situation d'autodestruction ne peut pas amener à une renaissance. Or, la renaissance ne serait pas revenir en arrière, c'est-à-dire essayer de rétablir un monde déjà révolu. Il y a simplement à chercher quelles sont les lumières qui se cachent derrière cela. Et pour employer un proverbe bien connu en hébreu, un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Et donc, ce qui est important, c'est d'allumer cette lumière intérieure et de mener un débat véritable sur quels seraient les fondements de cette nouvelle lumière, de ce nouveau rayonnement intérieur qui permettrait justement de chercher des valeurs nouvelles. Ce sont sur ces belles paroles positives que l'on conclut cette émission et cette discussion. Je rappelle que le livre de Shmuel Trigano, La nouvelle idéologie dominante, le post-modernisme, on peut le procurer dans l'éditeur Hermann. Chez l'éditeur Hermann. Voilà, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment réagir à cette vidéo, la partager, en parler autour de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.